Hi, everybody. If you allow me, I'll ask the question in English first, and then I'll ask it in French, and then the discussion will go on with different language. So, thank you, Joshua. I think I missed one person, right? Yeah. Okay. Jean-François Blais, de Blais Industrie. Donc, messieurs, vous pouvez vous asseoir. Donc, the construction sectors in northern Quebec showcases resilience and adaptability in the face of significant logistical challenges, from remote construction site to unpredictable weather conditions. Navigating the intricacies of construction logistics in this region requires a strategic blend of expertise, innovations, and collaborations. Le secteur de la construction dans le nord du Québec témoigne de la résilience et de l'adaptabilité face à d'importants obstacles logistiques, des chantiers éloignés aux conditions météorologiques imprévisibles. La navigation dans les méandres de la logistique de la construction dans cette région exige un mélange stratégique d'expertise, d'innovation et de collaboration. Before we go any further, we want to get to know you, so I need you to present yourself, who you are, and why you took the challenge to build infrastructures in the northern region of Quebec. So we'll start with Jean-François Blais. Jean-François Blais, développement des affaires, Blais Industrie. Également président de groupe Blais Synergie, un holding de 14 entreprises qui dessert, on essaie de créer de la synergie au niveau des entreprises. Entreprise fondée en 1952. Troisième génération devant vous. On a travaillé ça a commencé avec une compagnie de plomberie résidentielle, ça a transféré vers l'industriel, le commercial. On travaille actuellement entre 450 et 650 personnes sur différents chantiers. On a travaillé à la baie James, fait les maintenances des campements de LA1, LA2, transférer des campements d'LG2A vers LA2. Puis c'est ça, on travaille dans toutes les régions du Québec, tout le Canada, et on travaille dans 19 différents pays à exporter notre expertise au niveau du développement minier. Et pourquoi vous avez pris le défi d'aller dans les régions nordiques du Québec? C'est une spécialité, puis les gens, il y a des grandes complexités, puis c'est quelque chose qu'on était proche c'était proche de nous, puis on ne voyait pas ça comme si compliqué que ça. Puis aussi, plus c'est loin, plus l'expertise devient quelque chose d'essentiel, puis c'est ce qu'on voulait développer, être des experts dans notre domaine. Puis à ce niveau-là, on est capable de développer dans les régions éloignées, puis aider les communautés, puis les minières dans le Nord à rentrer dans leurs coûts et leur budget. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Poirier? Bonjour tout le monde, merci de l'opportunité pour Maison Nordique d'être ici aujourd'hui. Nous autres, on fabrique des maisons préfabriquées à Lassar, en Abitibi. Maison Nordique existe depuis 60 ans, donc l'expertise continue aussi de génération en génération. Fait que moi, je suis directeur général puis actionnaire de l'entreprise depuis 2020. On est environ 60 employés à Lassar, puis on fabrique environ une centaine de maisons par année. C'est vers là qu'on s'en va. On vient de faire un agrandissement là, de 16 000 pieds carrés. 40% de notre marché dans le nord du Québec et de l'Ontario. Fait que l'expertise, la logistique, l'installation là-bas au chantier, on s'y connaît de plus en plus. Ça prend beaucoup. En tout cas, je vais me garder des phrases pour tantôt, là, mais c'est ça. On a quand même une bonne expertise dans ce domaine-là. Parfait, M. Sourdif. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'occasion aussi de pouvoir m'exprimer. Écoutez, moi, dans le fond, on dit Chistaptine, là, mais je suis un actionnaire du Rona à Matagami. Dans le fond, Chistaptine est une co-entreprise qu'on a avec un partenaire à Chisasibi. Donc, une entreprise qu'on a achetée en 2017 et on vit beaucoup la logistique du Nord parce que environ 85% de nos chiffres d'affaires est fait dans la communauté nordique. Fait que on vit quand même beaucoup de challenges avec les années, mais on s'améliore de plus en plus. On a une bonne équipe, fait que c'est là-dessus aujourd'hui qu'on va discuter un peu là, la logistique, l'approvisionnement des matériaux aux entrepreneurs qui construisent dans le Nord.
And Mr. Wapachi? Good morning. Bertie Apache, second generation of Bertie Apaches. The first one signed the James Bay Northern Quebec Agreement, so I'm not the guy on that list. I think for our organization, before I get to it, one of my greatest experiences, I think, working in economic development for a good 14 years of my life before I came back to the Cree Helport. So many of the experiences there, working with construction companies and other businesses, I've had the opportunity to learn the logistics, I guess, of our economy in the north and the difficulties that we have to face. And so I know pretty well how business works and the challenges that we face on a yearly basis. And I think going back to the health board gave me an opportunity to have a team to work with that know the importance of new trends, and I think this is where we are, adapting to the new trends, and also learning from the world, I guess, that the possibilities in the north can, well, we don't have to limit ourselves to doing the same things over and over again, especially with the challenges in the market right now. So it's a monster that we have to deal with every time. But it's, coming from the pandemic, I think it really gave us things to think about, new options and new opportunities. Because we certainly can't do the same type of business we used to in the past. So we have to be innovative, we have to be creative on what we do. And I hope these gentlemen here are ready to move forward thinking the same way. Donc, M. Wapachi disait qu'il fallait être créatif pour faire face à plein de challenges. La pandémie avait aussi affecté là, beaucoup de secteurs de la communauté, puis qu'il fallait trouver des nouvelles solutions puis travailler en partenariat. On sait que l'accès des professionnels de la santé dans les communautés Cree est essentiel. Et il y a certains challenges aussi qui sont reliés à la construction de l'hôpital de Chisasibi. So, Mr. Wapachi, we know that access to healthcare professionals in Cree communities is essential. Could you tell us more about a challenge related to the construction of the hospital in Chisasibi? Well, I just finished mentioning the market. Part of our biggest challenge as an organization when we sign 5-year health agreements, we have envelopes. So each envelope for each project cannot impact the next one, because if it does, we cannot cut corners, and maybe push one important project that should have started within one agreement. We can't move it to the next agreement because it just takes too long. So we have to be innovative. We have to be creative in what we did. So with the hospital, it's what started off as a $100 million idea is now close to $800 million. So there's a big difference, but at the same time, what we need to do as a nation is to begin bringing services, more services, specialized services back home. That's one thing. Bringing our people back home is another. And at the same time, I guess the services that we bring, the facilities that we have, they have to be ahead of their time, let's say. So innovation, the technology that's there, like our design was just recognized a couple of weeks ago as one of the top innovative designs, at least in French countries, with architects. So it's a big step for us. So it's not just the design, but I think it has to reflect what we have in mind as the new model of care. So it's not just
bring in new facilities, new designs, but our new model of care has to fit in there. So it's quite the homework, I guess. So, it's not something that you can play with too easily. Like, you have to have the real thinkers, I guess, be part of it. So not just the architects, the engineers, but I think the people that play the biggest role are the planners, in our organization. So I think we're a great team moving forward. But the most important is that once we have the building up, we'll certainly shift our services to the north. And that's what we look forward to. And you said that if there's too many delays, you might not get further envelope for the construction. What are the challenges you face in terms of material flow for the construction or things like that? Well, if you're smart like us, you have to find a way how to beat the market, right? I mean, in today's world, as you know, if you build one project by one project, like it's a big hassle, and of course the costs are going to skyrocket. But in our case, with the hospital, at this point, we just don't really care, like the cost of material, but most important thing is to build a project that's, like I said, ahead of its time. And at this point, like what we're doing, promoting or bringing in modular or prefab system, because 70% of it is going to be modular or prefab. So we're being creative, and I think we found a way for each other project to work with any company that's willing to work with us. Like, everybody still makes money, but what's more important is for us to build each facility as it was planned. So we don't impact, like I said, spend too much on one project and impact the next. So we can't do that. So to all contractors here, understand that. On a parlé ici des différents défis au niveau de la construction, du financement et tout ça. J'aimerais vous entendre, messieurs, au niveau de la main-d'œuvre, parce que d'envoyer de la main-d'œuvre en région éloignée comme ça, on a parlé tantôt, ça prend une certaine expertise, ça prend des façons de faire, puis ça prend aussi une certaine motivation pour que les gens veuillent aller travailler là-bas. Donc, ma question serait, c'est quoi un peu vos stratégies, les défis auxquels vous faites face pour envoyer de la main-d'œuvre à ce niveau-là, déjà qui en manque dans les régions un peu plus centrées du Québec, des envoyer dans le nord du Québec, c'est quoi les différents défis? So for Mr. Wapachi, we want to know what's the challenges with all the workers that sent in the northern Quebec. What's the strategies that we use to send people there and use their expertise? I will start with maybe Jean-François Blais. De toute évidence, les coûts ont augmenté de façon astronomique un peu partout. Puis chaque projet qui ne se fait pas actuellement augmente de 5 % à chaque année. Au niveau des augmentations des coûts, on sait que le CCQ s'en va en négociation pour les métiers. Il parle peut-être d'une augmentation de 10 % à cause qu'il y a eu une espèce de retard à cause de l'inflation et leur augmentation réelle. Les coûts ne font qu'augmenter tout le temps. Ajoutons à ça la pénurie de main-d'œuvre. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Les gens y croient à pénurie de main-d'œuvre dans la construction, mais c'est pénurie de main-d'œuvre dans les bureaux d'ingénierie, pénurie de main-d'œuvre dans les bureaux d'architectes, pénurie de main-d'œuvre dans les gestions de projets, pénurie de main-d'œuvre au niveau des entreprises, pénurie de main-d'œuvre au niveau des usines, des compagnies qui fabriquent, qui envoient des matériaux un peu partout. Ça ralentit le processus. Il y a plus d'heures de mise sur chaque aspect. Donc, c'est une augmentation astronomique. Nous, on estime qu'on a encore 7 à 9 ans à vivre cette pénurie-là, ou en plus de ça, appelons où il n'y a pas de convention, les gens, les salaires, les grilles salariales, c'est rendu une suggestion, c'est rendu une option. Ça, on peut même plus le regarder parce que la personne a des offres comme ça se peut pas. Donc, c'est extrêmement difficile de rassembler tout ça, puis à chaque fois qu'on retarde, bien, le projet augmente. Le projet augmente toujours. C'est des enjeux très difficiles actuellement. Puis, mêlons à tout ça
Mais là, tout ça, les gens qui, maintenant, ils ont le choix, donc les gens se déplacent moins. Les gens se déplacent moins, donc avoir quelqu'un qui veut aller faire du Nord puis travailler dans le Nord, bien, tu as les gens qui sont intéressés. C'est une situation extrêmement difficile pour tous les projets, parce que les projets souffrent. On vient de terminer l'école, on a un partenariat avec M. Matouche, Tim Matouche, InnoWorks, InnoAptishwin, on veut faire travailler les CRI sur les projets du Nord. Puis on a de la difficulté à faire travailler les gens dans leur propre communauté. Parce que les projets sont donnés à un contracteur général qui dit, ben moi, j'ai mon partenariat Première Nation, ou je suis une entité Première Nation, puis il sous-traite à tous les sous-traitants spécialisés qui n'ont pas besoin de partenariat. Donc, la philosophie, l'engagement n'est pas pareil entre un entrepreneur qui est de Montréal, qui amène sa main-d'œuvre pour aller faire de l'argent puis la ressortir. Il n'y a absolument rien qui reste dans les communautés. Il n'y a rien qui se bâtit à long terme. Nous, on avait 2 électriciens, on n'était pas capable de les faire travailler dans les communautés, des gens qui ont sorti de la région, ils ont venu faire le DEP à Rouyn-Noranda, puis ils sont retournés dans leur communauté, puis finalement, on les a amenés dans le domaine minier, en région, parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver de l'ouvrage. C'était des entrepreneurs de l'extérieur qui venaient faire les travaux au niveau des communautés Premières Nations. Il y a un enjeu difficile. Puis le fait qu'on a amené ces gens-là ici en Abitibi, c'était très bien, mais la barrière des langues, parce que la majorité des communautés ne parlent pas français, les oblige à rester attachés dans leur communauté, à ne pas pouvoir travailler à cause de la frontière des langues. Il y a plusieurs enjeux à travailler, puis c'est une très grande logistique à travailler. Il faut que les communautés se tiennent, qu'ils s'unifient, que quand même que ça vient d'une autre communauté à côté, on utilise l'entreprise qui a développé une expertise pour aller travailler dans l'autre communauté. Il faut arrêter de faire des barrières, que c'est nous, puis pas pantoute les autres. Il n'y a rien qui se bâtit à l'intérieur de chaque communauté. Donc, à long terme, bien, ça continue des gens du Sud qui viennent faire les travaux, puis ça va continuer comme ça tant qu'il n'y aura pas une espèce d'union à l'intérieur de chaque communauté, de dire, écoutez, il y a une expertise à Chisasibi, on a besoin à Mistini, on l'apporte, on le fait travailler. Il y a une expertise à Waswanipi, on l'apporte à Muskagonish. Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait pas de transversalité, je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Il n'y a pas de sens qu'il n'y ait pas un lien à travers toutes les communautés pour justement que les gens soient fiers de travailler sur les projets dans leur communauté. C'est un enjeu difficile. Monsieur Poirier. Pour nous, dans le préfabriqué, c'est un peu, la réalité est un peu différente. On fabrique 70% de la maison à la Sarre en Abitibi. Donc, notre main-d'œuvre est beaucoup à la Sarre versus au chantier dans le Nord. Quand on amène la maison au chantier dans le Nord, on a environ 4 jours là-bas à installer la maison. Donc, fait que le défi de main-d'œuvre il est beaucoup plus grand ici à la Sarre que dans le Nord. Malgré ça, on a quand même, je suis d'accord, Jean-François le dit, c'est pas évident d'envoyer, c'est pas tout le monde qui veut aller travailler dans le Nord, mais on travaille avec on a des partenaires qui, il y a quand même du monde qui veut y aller. Puis on a des bons partenaires. Ça prend, pour avoir une équipe, ça en prend 2 et 3 pour être sûr d'en avoir une. Mais on réussit le challenge là, avec des équipes qui performent beaucoup dans ces situations-là. Fait que dans ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de faire avancer les travaux le plus possible. Plus dans l'ingéniosité de tout ce qu'on peut faire en usine, qu'il en reste le moins possible à faire dans le Nord. C'est notre grand défi. Là, on essaie de trouver des matériaux, des composantes qui n'ont pas besoin d'être retravaillées en haut. Fait que c'est notre défi, mais c'est ce qu'on fait. D'optimiser toute cette... Exact. Monsieur Sourdif? Bon, écoutez, nous, c'est peut-être un petit peu différent, là. Ben, sans être différent, notre main-d'œuvre, c'est à Matagami qu'on l'a. On est basé à Matagami. On a, comme tout le monde, de la difficulté de recrutement, peu importe le niveau de compétences qu'on a besoin. Bon, ça, tout le monde vit ça. Quand on va dans le nord du Québec, on a quand même des gens sur le terrain qui ont des bonnes relations. On réussit, quand on va dans les communautés, à avoir besoin de se faire dépanner pour décharger des vannes, pour faire de la livraison, pour avoir des opérateurs spécialisés, puisque depuis une couple d'années, on gère des barges, donc on a besoin de monde pour l'embarquement, débarquement. On réussit à le faire parce qu'on est beaucoup sur le territoire. Ce qui nous nuit, ça va bien. Ce qui nous nuit le plus à Matagami, nous, c'est un petit peu
les cédules, je vais dire, de livraison des projets ou quand les budgets sortent, puis quand un entrepreneur soumissionne sur une maison, bien, il sait quelque part au mois de juin. Moi, mes placements, il faut que je fasse ça quelque part au mois de février. Il faudrait que j'engage mon monde. Fait que moi, quand que les projets sortent, puis que je soumissionne, puis que je peux commander du bois pour l'envoyer, bien, je suis rendu au mois de juin. Les gens se sont placés, les gens sont rendus ailleurs et j'ai de la misère à recruter. Puis comme le Roche, bien, il est qu'à peu près 6 mois par année. Nous, on parle de mai, juin jusqu'à octobre. Bien, j'ai de la difficulté aussi à garder ma main-d'œuvre. C'est peut-être plus la structurelle à notre entreprise, mais globalement, on s'en tire quand même. Mais ce qu'on remarque beaucoup, je vais revenir tantôt, c'est que l'octroi des budgets d'une communauté pour la construction est déphasé versus notre réalité à nous comme fournisseurs de matériaux, avoir mes gens, puis être capable de négocier des bons prix. Parce que quand j'étais à la dernière minute, puis tout le monde a commencé ses projets, bien, je ne peux plus négocier de matériaux. Puis ça, bien, c'est les communautés au bout de la ligne qui payent pour, parce que moi, je revends avec une cote le prix que je paye à la base. Fait que, En fond, c'est le processus gouvernemental de l'octroi des différentes enveloppes budgétaires qui fait qu'il n'est pas bien en phase avec votre... Ben oui, c'est la réalité. Les budgets sortent au mois, vous me reprendrez, M. Wapachi, mais les budgets sortent en avril. Le temps que c'est regardé, le temps qu'on aille en soumission, en appel d'offres, qu'on sache, ben on est rendu au mois de fin mai, juin, puis là, ben selon nous, c'est un petit peu trop tard, mais c'est la réalité. Et ensuite, les travaux se poursuivent, puis là, les entrepreneurs vont faire des travaux quand c'est une saison qui est moins intéressante pour eux, parce que octobre, novembre, il faut qu'ils chauffent, il y a du... La météo fait son œuvre. C'est un petit peu ça. And what's your opinion on the matter, Mr. Wapachi? A very big one. Well, first thing is, for me, I've been a big promoter of I guess promoting our people, capacity building, and of course, making sure our people get a taste of how it is to become a professional, like a tradesman. I've always been a great supporter for that. One of the main reasons for me to try to make sure that our workers, our tradesmen, carry their cards, CCQ for instance, and I am a big supporter of CCQ. That's something I carried over to our organization, and I think from here, let's say in the next 7 years, we have to build at least $2 billion in capital projects. So you know that as long as I'm there, but what we adopted is first to try and maximize local resources. So we try to get the companies to hire a certain percentage, of course. Has to be represented in every project, but we'd like to do more. But at the end of the day, you always have to ask yourself, do we get the productivity that we want in a project? To give you one example of what's working right now, let's say with Skagnish, CMC we call it. It's the local clinic. I think that's 12 months ahead. It's the first time, at least in my lifetime, I heard a project being 12 months ahead. Why? Because we're doing it right, but at the same time, we're trying to promote our decrees, I guess, to get into that game of trade, becoming professionals and producing just as much as anybody else. So our part. Our challenge on our side as a people is the work ethic. It's different when you have a Southerner come in, work 12 hours a day, like around the clock, have a quick lunch. It's different for Crees when have a Cree working that comes from that community. It's 1 hour break here, half an hour break there, or lunch, or it's difficult to change that because that's been there for such a long time. Honestly, that's one area that I'd like to see change, and I'd like to have our population, grow in trade, and
I think the more we have, the lesser the cost, I think, in many things. And if we can keep up with the productivity part, I think there can be a lot of good changes for every project that comes up. But for now, something seems to be working with one of our projects, so we want to learn more. And what else can we do to promote even more Cree trade? I think in many things we're running out of resources overall. People are doing other things, and I think just with the industry changing a little bit even more, I think that will impact further the tradespeople. So we want to make sure we balance things out, that we don't go prefab and modular all the way without thinking of the people that deserve to be in the workforce for a very long time. So there has to be some balance. But in our nation, I think there's a lot of work to be done to catch up on the ethics, work ethic part. I'd like to see that change, because I want our kids to see that their dad works 10, 12 hours a day, overtime sometimes, just to complete a project on time if they can't do it 12 months ahead. Yeah, and the project's going to be on your community, so the impact is, you can feel the impact right away. Yes, we try to maximize not only Cree tradesmen, but equipment as well, because we have a lot in the community. So we try to promote that with the companies and encourage them to use as much as possible, not just in the tradesmen, but also their equipment if they can. Donc, on a parlé ici de la main-d'œuvre. J'aimerais maintenant vous entendre sur les caractéristiques des sols, de la distance. C'est quoi les challenges que vous avez? Comme par exemple, M. Poirier, là, où vous devez quand même livrer des gros formats d'équipement, probablement par camion. Nous, ce qu'on fait, dans les modules préfabriqués, on peut mettre, dans le fond, tout ce qu'on a besoin au chantier, on le met dans la maison. Fait que toutes les pièces de la maison, ils ont du matériel, les fenêtres de sous-sol, les couvre-planchers, les moulures. On peut tout mettre ça dans la maison. Fait que c'est juste un transport. Tout ce qu'on a besoin, c'est incorporé dans la maison. Fait que la maison est pleine physiquement, puis le poids maximum est aussi souvent au maximum. Fait que c'est souvent un transport. Il y a rarement un transport supplémentaire. OK. Puis c'est quoi les plus longues distances que vous avez fait, par exemple, pour les livraisons? Nous, les plus longues distances, c'est, mettons, dans le nord du Québec, c'est Chisasibi. Puis, dans le nord de l'Ontario, c'est Fort Albany. Tu sais, le contexte est complètement différent parce qu'il n'y a pas de route. Tu sais, on a une route de glace qui est vraiment, là, c'est un timing très serré. Ou encore au Nunavik, où on va mettre les modules sur un bateau à Trois-Rivières. Fait que c'est nos genres de défis là, que... Il y a quand même différents modes et stratégies de transport pour aller porter ça. Exactement. Monsieur Blais, vous, de votre côté? Nous, de notre côté, étant donné qu'on s'entend, là, quand on est éloigné, comme le nord du Québec, c'est quand même plus accessible, mais quand on va au Nunavut ou au Nunavik, le shipping-receiving est vraiment clé à l'intérieur de ça. Nous, on a un système très, très documenté où on sait chaque shipping, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, quand ça partit, puis quand ça arrive au chantier, maintenant qu'il y a des accès à certaines places avec le Wi-Fi ou le cellulaire, on est capable de beeper le tag, puis on sait que c'est rendu au chantier. Puis ça, c'est vraiment la clé des travaux éloignés parce que si tu n'as pas de matériaux, tu n'installes rien. Là, tu as une quantité phénoménale de perte de temps. La solution que M. Poirier offre, c'est bien ça, Poirier, oui. Maurice, c'est vraiment une belle solution qui permet de faciliter la construction, à défaut d'avoir des gens locaux qui peuvent faire tout eux autres mêmes. Il y a certaines capacités au niveau des communautés qui sont capables de finaliser l'installation de préfab. Fait que c'est certain que nous, on le fait en module actuellement. On travaille à titre d'exemple, au Nunavik, on prépare tout dans des containers, la totalité des matériaux, on l'envoie par bateau. On travaille dans 8 différentes communautés dans le Nord actuellement, à faire des travaux commerciaux. Puis la clé, c'est vraiment la préparation,
l'exactitude sur les plans pour pas qu'il y ait de surprises. Fait souvent, on trouve que les firmes d'ingénieurs et d'architectes peuvent coûter cher. Bien, une erreur trouvée sur un plan, c'est l'équivalent d'$1 de réparer en termes de loi du pouce. Après ça, le trouver avant que ça parte, c'est 10 $. Puis un coût au chantier, ça coûte 100 $ le réparer. Fait que mettez cette formule-là à quelque chose qui peut coûter 10 000 $, bien, mettez-le, ça devient exponentiel au niveau des... Fait que c'est vraiment la clé pour respecter les coûts et les budgets, puis pas les coûts et les budgets, mais les coûts et les échéanciers. La préparation puis l'exactitude de l'information fait vraiment la différence. Il doit y avoir la communication qui doit être faite aussi au niveau des bateaux. Quand les containers y arrivent, ils doivent, j'imagine, ça va prendre par camion puis se faire livrer sur les différentes communautés. Fait qu'il doit y avoir quand même une certaine communication à faire avec les... Ça va relativement bien. Ça part d'un port, d'un débarcadère à l'autre, puis après ça, il faut en prendre acte. Mais dans les communautés nordiques, c'est le même. Tu t'assures que quand c'est livré à quelqu'un au niveau du territoire CRI, il faut que ce soit livré à quelqu'un, que tu saches où ce qui est, puis que tu sois capable de le retrouver. C'est facile de perdre des matériaux puis perdre du temps sur un chantier. Monsieur Sourdif, vous nous dites que votre chiffre d'affaires est à peu près 85% des matériaux qui s'en vont vers le nord. Donc, vous devez, j'imagine, rencontrer des challenges à ce niveau-là. C'est quoi vos plus grands défis? Bien, écoutez, des grands défis, on a eu à en supporter, à en relever dans les dernières années. Ça revient un petit peu ce que M. Blais vient d'expliquer. Il faut que le bon matériel parte puis se rende à la bonne place. Puis nous autres, on va appeler ça aussi un tag, là, parce que si je n'ai pas de tag, je ne peux pas facturer. Je ne peux pas facturer, je ne suis pas payé. Fait qu'on a travaillé beaucoup dans les 2 dernières années sur cette logistique-là, à s'assurer que j'avais la bonne commande, que je livrais le bon matériel au bon client, puis en bon état aussi. Fait que ça, dans le fond, c'est le but de réduire mes coûts certainement, puis d'aider les entrepreneurs à avoir le bon matériel, puis de prévoir leurs travaux en conséquence. Mon mot que moi j'avais écrit un peu, c'est la prévisibilité. Nous, c'est ce qu'on a besoin de prévisibilité pour se préparer d'avance, pour que j'aie une bonne gestion d'inventaire dans ma cour, j'aie le bon inventaire pour les clients en haut, être capable de livrer au bon temps, puis la bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est là. Quand on se fait appeler puis qu'on se fait demander, je veux quelque chose rush, mais quelque chose rush, ça se peut que je ne l'aie pas dans ma cour, ça se peut qu'il soit à Boucherville. Là, j'ai une logistique à faire, puis il y a un coût d'attaché à ça que les clients n'aiment pas. Quand on est d'avance, je peux le planifier, puis je peux dire à mon client, mercredi prochain, ta vanne avec telle chose va rentrer sur ton chantier. Bien, cet entrepreneur-là va planifier ses travaux en fonction que ma vanne va arriver. Nous, on a travaillé là-dessus aussi beaucoup dans les dernières années, donner leur juste à nos clients. Des fois, les prix, c'est correct, là, ça peut varier par un pourcentage, mais chez nous autres, chez Rona, en Matagami, c'est vraiment le service à la clientèle. Livrer, qu'est-ce que je t'ai dit que j'allais te livrer à la date que j'allais te le dire. Ça, c'est notre défi. On y arrive quand même régulièrement parce qu'on a une très bonne équipe et on a pris ça à cœur. Mais c'est là qu'on est. C'est ça qui va faire qu'on va contrôler nos coûts, puis les entrepreneurs aussi vont contrôler leurs coûts parce qu'on s'est déjà fait dire, des fois, on pensait que c'était pas grave de livrer 2 jours plus tard, mais un entrepreneur qui a 25 personnes sur son chantier, puis il a planifié ses travaux en conséquence de recevoir sa vanne le mardi, puis elle ne rentre pas, bien lui, ça ne fonctionne plus dans son timing. Là. Puis il y a 25 gars qui virent en rond, puis ça coûte cher, puis il n'est pas content. Fait que ça, c'est les défis qu'on a relevés. Mais ce défi-là de prévisibilité, de logistique, je pense que c'est important. Là. On your hand, Mr. Wopachi, what's the challenge you face when you receive all these material or... Well, for sure, what I was going to say is that I'd like to leave the transportation problem to them. But I think some of the most difficult situations for us is when we get ready to build a facility, for instance. We bring in the material, and if it's not well stored, depending on how long it's going to be there, there could be damages, and sometimes we do have the occasional people, I guess, that take pieces of it for their backyards. So it's always going to be that challenge, but I think the biggest thing for us is that whatever we do, like we always try to save costs. That's our job, and I think it's different for my fellows here, panelists.
to keep their companies moving. Like they do have to make their piece of the pie, right? So we understand that, we respect it. So the transportation, like we always, I think with each step of the way for every project, we try to work with the company to help them not necessarily cut costs to lose money, but to cut costs to still make money. Yeah, have a fair cost overall. Yeah, just one last point. I don't know if I'll have a chance to say it, but going back to manpower a little bit, what I wanted to mention, an important point I should have mentioned is there are some really good Cree workers in the territory. So what we hope to do is every company that hires them, we'd like to take them along with us for the other projects. So that's one thing, I think that's positive on our side, to promote the best that we have so that there could be more that join them. You know, I think that's one way to fix the productivity issue. I just wanted to mention that there are very good workers, I would say, in the territory, so we'd like to keep them away from everybody else. Keep it for yourself. Les chantiers éloignés manquent souvent d'infrastructures adéquates on en parlait pour le transport, l'hébergement et les communications, si on a certaines difficultés quand il n'y a pas nécessairement du Wi-Fi ou une connexion Internet. Relever ces défis pour maintenir la connectivité et l'accessibilité des équipes logistiques dans la construction du Nord, c'est quoi un peu, parce que on en parle, mais il y a des sites que j'imagine, qui sont un peu dans le sens vierge où il n'y a pas d'infrastructure, vous devez vous adapter, là. C'est quoi les plus gros défis que vous rencontrez à ce moment-là, en termes on en parle un peu de connectivité avec l'Internet, avec tout bâtir de rien, quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas... c'est quoi votre modus operandi un peu quand ça se passe, ce genre de situation-là? Au niveau de l'hébergement, c'est un enjeu. Raison de plus de faire travailler les gens dans leur communauté. On a de la difficulté c'est pas toutes les communautés qui ont un bon service d'hébergement. Donc, les mines, eux, s'organisent, puis ils ont des campements. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait, c'est quand on avait quelqu'un qu'on amenait, un de nos électriciens qu'on amenait, qui était de Waskaganish, bien, quand on avait des travaux à Mistini, il connaissait quelqu'un à Mistini qui pouvait aller coucher chez eux. Ça, c'est quelque chose que, justement, cette solidarité-là vient faciliter le mouvement de la main-d'œuvre d'une communauté à l'autre. Puis, sinon, bien, s'il y a besoin d'avoir des projets majeurs, bien, c'est certain qu'il va falloir avoir beaucoup d'hébergements, beaucoup de gens du Sud qui vont venir. Puis, j'aimais beaucoup ce que M. Wapache disait. Il y a de la très bonne main-d'œuvre. Il y a de la très bonne main-d'œuvre, des gens qui sont qualifiés, il y a des gens qui veulent apprendre, il y a des gens qui n'ont pas eu des opportunités qu'ils auraient dû, qui ont pris des décisions dans leur jeunesse qui n'est peut-être pas l'idéal, puis que finalement se retrouvent dans un cul-de-sac au niveau de l'employabilité. Mais il y a encore des gens qui veulent apprendre. Les gens veulent apprendre, les gens veulent travailler chez nous. Personnellement, moi, quand je vois un contracteur de Montréal qui vient à Rwanda, ça me fait pas plaisir. Fait que quand les communautés voient un gars de Rwanda arriver là-bas, c'est certain que ça leur fait pas plaisir. On est tous pareils, on a toute notre fierté. On veut travailler dans notre région, on veut travailler dans notre ville, dans notre communauté. Puis le fait, à mon avis, puis c'est notre objectif à Territoire d'entreprise, on est très impliqués dans la communauté. Puis ce qu'on croit, c'est que dans chaque communauté, les gens du Sud devraient être là pour pallier à un manque, mais pas s'établir. C'est-à-dire qu'ils devraient être là pour travailler avec les gens de la communauté, puis ressortir. Puis après ça, s'il y a un autre enjeu, bien, on revient pour aider. Mais on n'est pas là pour prendre les marchés puis faire les travaux. Ça ne m'avantage pas, ce n'est pas mon avantage, mais à long terme, il va y avoir un lien qui va se créer, puis les gens vont avoir moins peur d'avoir des gens de l'extérieur, puis les gens vont avoir un modèle, vont travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui peuvent... Nous, on a travaillé dans 19 différents pays, puis dans chaque pays, on travaille avec la main-d'œuvre locale. Puis ça prend des coachs, ça prend des modèles, ça prend des gens qui arrivent avec des principes pour pouvoir éduquer ces personnes, éduquer les gens qui veulent apprendre à pouvoir s'adapter au domaine de la construction. C'est certain quand nous, on envoie des travailleurs, les gens disent « je ne veux pas aller là pour travailler 40 heures semaine ». Mais il y a des travaux qui pourraient se faire à l'intérieur des communautés que c'est beaucoup moins coûteux. Il n'y a pas de surtemps, rien, puis la personne pourrait travailler juste son 40 heures. Puis s'il y a de l'overtime nécessaire, bien, il le fait uniquement si c'est nécessaire. Fait qu'il les gens du Sud devraient être des facilitateurs à l'intégration de la construction au niveau, et non pas devenir des conquistadors qui viennent prendre puis s'en retournent après.
Monsieur Poirier, au niveau de l'hébergement, on en parlait. Là. Vous, avez-vous quand même des contrats sur les différents sites de construction là, pour pallier au manque d'hébergement dans les différentes communautés? Nous, dans les communautés, ce qui facilite un peu il y a beaucoup de communication avec la communauté. Ça aide énormément. Tu sais, Jean-François parlait soit d'habitations qui nous ont été prêtées là-bas. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Puis aussi, communication avec les autres entrepreneurs qui sont là-bas. Il y a de nos hommes qui hébergent chez d'autres entrepreneurs aussi, tu sais, qui ont des campements là-bas. Fait que, mais c'est beaucoup de la communication avec les autres intervenants sur le chantier. La main-d'œuvre locale aussi, on a fait des travaux avec des gens des communautés. Ça a été une très belle expérience pour nos gars. Oui, le défi de l'horaire était là, mais ça a quand même très bien été. On la recommencerait. On ne sait pas trop comment faire. Tu sais, comment faire pour recruter de la main-d'œuvre là-bas. Mais on est ouvert. On a plusieurs discussions présentement avec différentes communautés. Si je peux vous... des fois, quand on voit pire, ça nous aide. C'est pas facile de louer une chambre d'hôtel à Val-d'Or pour nos gars non plus. Fait que, des fois, c'est très compliqué aussi dans certaines villes. Fait que c'est pas juste dans le Nord. Il y a beaucoup de défis. Il faut s'adapter. Pour nous, il n'y a absolument rien qui est insurmontable. Mais il y a quand même beaucoup de défis. Hier, on a eu la nouvelle que la route allait être continuée d'améliorer. C'est une très belle nouvelle pour nous. C'est déjà beaucoup mieux là, jusqu'au 381. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour nous et nos travailleurs. Monsieur Sourdif, vous, est-ce que vous avez à ce niveau-là de la main-d'œuvre qui se déplace? Ben, écoute, principalement, c'est des camionneurs. Donc, les camionneurs ont quand même le bed là, dans leur camion, puis ils vont se dépanner avec ça. Écoute, notre représentante sur le territoire, ben, elle a des bons contacts dans chaque communauté, puis si l'hôtel n'est pas disponible, elle a des bons amis partout pour l'héberger. Parce que je pense que, comme un petit peu Maurice vient de dire, d'être proche des gens de la communauté aussi va aider au logement. Ça dépend du nombre de personnes aussi. Là, on ne parle pas de grosses équipes, probablement, comme les industries blés doivent monter en haut, mais on y arrive avec ça. Écoutez, je voulais parler tantôt aussi là, de toute façon, nos questions, mais exemple du transport et des coûts, on gère des barges, là, puis on voit qu'on parle de manque d'infrastructure. Là, dans le fond, là, Wemindji est semi-adapté pour certaines barges. On monte des choses à Wamagustu. Oui, il y a des manques d'infrastructure un petit peu à ce niveau-là, parce que hier, il y a le beau projet de la Grande Alliance, puis de monter un chemin de fer et une route de gravel à Wamagustu, mais c'est pas demain matin que ça va arriver. Fait qu'en attendant, les communautés ont quand même des besoins, puis je veux dire, il faut être imaginatif, puis la barge, pour nous, là, c'est un bon outil pour pouvoir fournir des matériaux des communautés, puis c'est ça. And Mr. Wapache, in terms of housing and when you receive some workers from the south, what are you facing in terms of problem and solutions? Well, most communities have their facilities to house construction workers. Sometimes we work out our deals with them, but I think more and more communities are aware that they have to be more prepared for any project. So it doesn't have to be the company bringing in their own facilities. It could be them offering it. So in Chesapeake, for instance, I lost count how many facilities are up to prepare for the construction coming up. So it's great to see. So I'm not too worried about that for most communities. Some communities maybe, but the bigger community, like let's say Chesapeake, I think they have enough to house workers for big projects like ours. So I'm grateful for that, and I think every community needs to be prepared for that too. This is the last minute of this panel, so si on voulait faire un résumé de ce qu'on a discuté, oui, la logistique dans le Nord, ça représente beaucoup de challenges, de défis, mais on a nommé plusieurs points qui sont de trouver des solutions ensemble, travailler avec les différentes communautés, prendre les forces des communautés aussi là, pour améliorer tout le processus, le procédé. Donc, on a entendu des choses super pertinentes selon moi.
Donc, if I want to do a quick review of what we have learned today, working with different communities, with the force inside the communities can lead to better solution, efficiencies, and everything. So, merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous aviez des choses que vous aimeriez dire au public avant qu'on termine ce panel? Oui. Peut-être terminer que je crois que la clé à l'intérieur des projets, au niveau des petits territoires CRI, c'est dans l'obligation, les boards et les communautés s'assurent que l'ouvrage est donné à une entité Première Nation. C'est très bien, sauf que continue pas, pour le dire, dans les entreprises spécialisées. Puis tant qu'il n'y aura pas cette exigence-là à l'intérieur des devis, de dire vous devez avoir un partenaire pour développer les métiers spécialisés sur la communauté, puis vous devez travailler avec une entreprise qui a un partenariat Première Nation à l'intérieur des communautés. Il ne se développera jamais d'entreprise spécialisée dans les domaines. Ça va toujours être extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas si c'est Cree Nation Government qui doit établir un devis pan-territoire. Est-ce que c'est les communautés qui doivent s'organiser? Mais il faut qu'il y ait une ligne directrice que la totalité des travaux doit absolument être avec des gens qui ont un partenariat et qui connaissent la philosophie du territoire. S'il y a besoin d'entreprises du Sud, c'est certain qu'il va toujours en avoir besoin, mais je crois que la clé pour développer dans l'entièreté de la construction, il faut absolument que ce ne soit pas uniquement à qui donner le contrat, mais c'est qui toutes les constituantes en dessous. Toutes les strates contractionnelles. Qui sont obligés de travailler avec un partenaire, ils vont être obligés d'engager du monde local, ils vont être obligés de travailler, qui se développent des systèmes dans les communautés, que tout le monde qui a une compétence est obligé de se nommer. L'entreprise qui vient du Sud est obligée d'engager une de ces personnes-là. Sinon, il n'y aura jamais de développement qui va se faire dans les communautés au niveau des métiers spécialisés. Would you like to add something to it? Well, one quick thing, I think it's easy to see, like to forecast the future, I guess, in this case, like, especially with the market. Like I like to tell my people that the industry has to change. You know, and why? Because we cannot develop things in a traditional way anymore. Like when it comes to, let's say, in our case, building substructures is becoming a practice before we like to do our best to avoid winter costs. So again, that helps us, save costs. So if we do substructures 1 year or in the fall, we start again in the spring when it thaws out. So we don't have to worry about starting late. You know, so it's a good innovative way to start doing things, and that's what we have to be. I mean, the two regions have to be partners for a very long time, I think. We just don't have a choice. So both regions, like our region and they have to be, we do have to be innovative now and not think about the traditional way of developing, building projects. So we have to change our ways. We'll save costs, but we'll be more productive and we can build more. So that's my thinking, and I think that's the direction we're going as an organization, and we like to help companies reach that. Thank you, Mr. Wapachi. Je vous invite à applaudir chaleureusement nos invités de ce panel, M. Bertie Wapachi, M. Éric Sourdif, M. Jean-François Blais et M. Maurice Poirier. Ils seront disponibles si vous avez des questions, si vous voulez parler un peu plus sur les différents sujets de la construction du Nord. Et sur ce, je vous souhaite un bon dîner. Ouais. Je vous souhaite de revoir Joshua dans quelques secondes devant le micro. Donc, merci beaucoup et je vous laisse avec Joshua.